Bonjour, je me nomme Marie-Lise Sanson. Je suis professeure adjointe au département des sols et de génie agroalimentaire de l'Université Laval et ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui du lien entre les sols et le cycle du carbone planétaire. Donc, de quoi est composé un sol? On dit en général qu'un sol est composé d'environ 20 à 30 d'air et d'eau, d'environ 45 de particules minérales de différentes tailles, comme les sables, le limon et l'argile, et d'au plus environ 5 de matière organique. Donc, cette petite fraction du volume du sol, la matière organique, va pourtant jouer un rôle primordial tant dans les fonctions agronomiques qu'environnementales rendues par les sols agricoles. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, cette matière organique dans les sols, qu'est-ce que c'est? Bien, la matière organique dans les sols, c'est tout ce qui est vivant ou qui l'a déjà été. On peut penser par exemple aux racines des plantes, aux matières végétales mortes, qu'elles soient aériennes ou racinaires, aux macro- et aux micro-organismes, ainsi qu'à tous les résidus végétaux et microbiens issus de la dégradation de la matière organique dans le sol. Parmi cette matière organique, dont le contenu peut varier d'environ 1 à 10 sur le total du volume du sol, eh bien, on dit qu'il y a environ 50 de cette matière-là qui va être morte dans le sol, tandis qu'environ 5 va être vivante. Donc, parmi la matière organique vivante, on peut penser, entre autres, bien entendu, aux bactéries, aux champignons, mais aussi à la faune des sols, comme par exemple les vers de terre, et aux racines vivantes des plantes. Et toute cette matière organique-là joue un rôle vraiment primordial au sein des fonctions du sol. Donc, la principale source de matière organique pour les sols, c'est bien entendu la matière végétale. Donc, les plantes poussent sur le sol. Lorsqu'elles poussent, elles produisent de la biomasse aérienne et racinaire, donc à la fois des tiges, des feuilles et des racines. Et cette matière organique-là peut être retournée au sol. Donc, lorsque la matière est retournée au sol, ben, c'est de la nourriture pour les micro-organismes. Alors, les bactéries, les champignons se nourrissent de cette matière organique fraîche dans le sol afin de croître. Donc, ça permet d'avoir plus de bactéries et plus de champignons dans le sol et des bactéries et des champignons qui sont aussi plus actifs. Et quand ils font leurs activités microbiennes, bien, ces micro-organismes-là créent aussi des substances organiques dans le sol. Donc, ils vont venir excréter des particules organiques, parfois collantes, tantôt aussi quelques enzymes qui vont venir dégrader d'autres molécules, etc. Et toute cette matière organique issue de l'activité microbienne va avoir une très forte affinité pour les particules minérales. Donc, elle va venir se coller très facilement aux surfaces minérales du sol, donc, par exemple, au sable, mais plus facilement aux limons et aux argiles. C'est ce qui va créer ce qu'on appelle des complexes organominéraux. Donc, c'est quand la matière organique issue de l'activité microbienne vient se coller très solidement sur les particules minérales du sol. Et ça va venir protéger la matière organique dans le sol sur le long terme, ce qui va venir augmenter la quantité de matière organique dans le sol. Ces petits complexes organominéraux pourront aussi être inclus au sein des agrégats. Donc, les agrégats, ce sont des amoncellements de particules minérales et organiques qui sont un peu plus grossiers que ces complexes organominéraux, mais qui viennent quand même protéger la matière organique contre la dégradation. Donc, la matière organique ici agit comme une colle entre les particules minérales, ce qui crée des petites boules de sol et de matière organique qu'on appelle des agrégats. Et les agrégats jouent des rôles très importants dans le sol, que ce soit au niveau physique, chimique ou biologique. Donc, quand on pense à un sol avec une bonne agrégation, on pense par exemple à un sol qui a une bonne aération, qui laisse bien circuler l'eau aussi, qui a une meilleure capacité de rétention en eau. Ce sont des sols aussi qui sont généralement plus riches en matière organique et donc plus fertiles. Alors, il y a plein de beaux avantages agronomiques au fait d'avoir un sol qui est riche en matière organique. Mais ce n'est pas tout, parce que la matière organique est aussi très, très riche en carbone. Donc, le carbone, c'est en quelque sorte le squelette de la matière organique. Donc, tous ces composants dont on parlait plus tôt, les racines, les matières végétales mortes, les résidus végétaux, les microbiens, les micro-organismes, ils contiennent une quantité importante de carbone. Et c'est ce qui fait en sorte, en fait, que les sols jouent un rôle majeur dans le cycle du carbone planétaire. Donc, on dit en général que les sols contiennent environ 5 de tout le carbone de la planète. 5 ça peut paraître très peu, mais quand on compare aux autres sources de carbone, bien, on se rend compte quand même que les sols ont un rôle majeur à jouer, surtout quand on pense à leur rôle dans la lutte au changement climatique. Donc, par exemple, ici, on a 5 dans les sols,
Mais quand on s'intéresse au carbone atmosphérique, donc à toute la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ben, on est seulement autour de 2%, ce qui veut dire qu'on a environ 3 fois plus de carbone dans les sols qu'il y en a dans l'atmosphère. Et il y en a même environ 5 à 6 fois plus dans les sols qu'il n'y en a dans tous les êtres animaux et végétaux à la surface de la planète. Donc, si on pense à tous les arbres, toute la biomasse végétale et animale à la surface de la planète, contient moins de carbone que ce qu'on retrouve dans les sols. Et c'est ce qui permet au sol vraiment d'avoir un impact majeur sur le cycle du carbone planétaire. D'ailleurs, pour l'illustrer davantage, j'aimerais vous donner cet exemple. On pointe souvent l'utilisation des combustibles fossiles comme étant responsable des changements climatiques puisqu'ils ont fait en sorte d'augmenter la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation des combustibles fossiles, on estime qu'il a relargué vers l'atmosphère environ 292 milliards de tonnes de carbone jusqu'à maintenant. Par contre, si on s'intéresse à la quantité de carbone qui a été relarguée vers l'atmosphère via la déforestation et la mise en culture de nos sols, là, on parle d'une estimation d'environ 320 milliards de tonnes. C'est donc dire que nos sols agricoles, jusqu'à maintenant, ont relargué plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'il en a été relargué en raison de l'utilisation des combustibles fossiles. Comment est-ce possible? Comme je vous ai dit tout à l'heure, la matière organique est très riche en carbone, du carbone sous forme solide. On aime avoir du carbone dans les sols parce que c'est de la matière organique qui amène plein de belles propriétés dont on a parlé plus tôt. Par contre, à partir du moment où on vient réduire la quantité de plantes à la surface du sol, et donc on réduit les apports de matière organique au sol, et aussi qu'on vient travailler le sol pour l'agriculture, donc on vient faire un travail de sol, ce qui fait en sorte de réchauffer le sol à la surface, de l'aérer aussi, d'augmenter le contact entre les matières végétales et les micro-organismes. Là, on vient diminuer de façon significative la quantité de matière organique dans le sol. Celle-ci est tranquillement minéralisée et elle va être relarguée vers l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone, ce qui va donc contribuer au changement climatique. Donc, si on ne gère pas convenablement nos terres, elle peut devenir une source importante de gaz à effet de serre. La bonne nouvelle, par contre, c'est que l'inverse est aussi possible grâce aux plantes. Pourquoi? Parce que les plantes ont cette capacité à absorber le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et via la photosynthèse, à le transformer en matière organique et donc en matière qui est riche en carbone solide. Si ce carbone solide est retourné au sol et qu'il y est stabilisé dans les complexes organominéraux et dans les agrégats, on vient de diminuer la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et d'augmenter la quantité de matière organique dans les sols. Par contre, dépendamment de nos pratiques, cette matière organique-là dans le sol peut être ensuite, encore une fois, relarguée vers l'atmosphère. Et donc, c'est la balance entre les apports via la photosynthèse et les pertes via la respiration ou la minéralisation qui vont venir déterminer le rôle du sol dans le cycle du carbone. Donc, le sol peut être une source de gaz à effet de serre ou il peut aussi être une brillante solution contre les changements climatiques si on arrive à adopter les bonnes pratiques pour faire en sorte que le dioxyde de carbone soit plutôt retourné vers le sol sous forme de matière organique. Donc ici, c'est un schéma pour illustrer qu'un sol, par exemple, naturel, de prairie naturelle ou de forêt, va être très riche en carbone. À partir du moment où on le met en culture, il va se mettre à relâcher du dioxyde de carbone vers l'atmosphère. Il faut savoir qu'il va finir par s'atteindre un équilibre, donc les sols vont arrêter de relarguer du dioxyde de carbone, mais ça peut prendre plusieurs dizaines, voire même des centaines d'années. Et donc, un sol mis en culture peut agir comme source de dioxyde de carbone pendant plusieurs centaines d'années. La bonne nouvelle, c'est qu'en faisant un changement de pratique, donc en adoptant de meilleures pratiques, il est possible d'inverser la tendance et donc de retourner une quantité de dioxyde de carbone vers le sol et donc d'améliorer la lutte au changement climatique tout en favorisant potentiellement aussi la santé et la résilience de nos sols agricoles.
D'ailleurs, selon l'initiative française 4 pour 1000, si on parvenait à augmenter de 0,4 par an les stocks de carbone du sol, ce serait possible de contrebalancer les émissions anthropogéniques de dioxyde de carbone. Donc, c'est un effet non négligeable que pourraient avoir les sols sur les changements climatiques si on adopte les bonnes pratiques. Il faut savoir aussi qu'un des principaux leviers qu'on a sur la quantité de carbone dans nos sols, c'est d'abord et avant tout l'utilisation de nos terres. Donc, par exemple, si on prend ce graphique ici, on voit que de convertir une forêt en culture annuelle, ça occasionne des pertes vraiment incroyables des stocks de carbone du sol. Donc, ici, on parle d'un changement moyen en termes de stock de carbone d'environ 50% pour un transfert d'une forêt vers une culture annuelle. La bonne nouvelle, c'est que si, par exemple, on fait l'inverse, donc on prend un sol qui était sous culture annuelle et on le remet en forêt ou en prairie naturelle, bien, il y a un gain semblable qui est à gagner. Donc, bien entendu, c'est réversible. Si on change le système, on peut avoir un gain considérable. Ce que ça veut dire, c'est que nos terres agricoles, elles sont précieuses, elles ont été converties. Il faut bien s'en occuper, y adapter les bonnes pratiques. Mais à l'échelle du territoire, il faut aussi penser à conserver nos milieux naturels et à utiliser convenablement les terres agricoles qu'on a déjà pour éviter d'avoir à utiliser, par exemple, des forêts, des tourbières ou des prairies naturelles, à les convertir encore en sol agricole. Donc, il faut prendre bien soin de nos terres agricoles. Alors, l'utilisation des terres, c'est vraiment le premier levier qu'on peut avoir au niveau de la gestion des sols pour les impacts sur le cycle du carbone planétaire. Ensuite, au niveau des terres agricoles qu'on a déjà, comme je le disais, il faut en prendre soin. Donc, si on se compare à des pratiques conventionnelles, l'adoption du semi-direct, par exemple, peut nous permettre, sous certaines conditions, d'aller faire un gain au niveau des stocks de carbone du sol. Si on y ajoute en plus le retour des résidus de culture, donc les résidus de culture qui sont riches en carbone, si on fait un semi-direct avec retour des résidus, ben on a un plus grand gain de carbone à aller chercher encore. L'utilisation d'engrais organiques, comme par exemple les engrais de ferme pour la fertilisation, encore une fois, ça peut nous permettre d'augmenter nos stocks de carbone du sol. Bien entendu, l'inclusion d'herbacées pérennes dans nos rotations qui nous permettent d'avoir plus de photosynthèse, donc de capter plus de dioxyde de carbone et de potentiellement en retourner une partie au sol. C'est aussi un bel avantage au niveau de la gestion de nos terres agricoles. Et finalement, les systèmes agroforestiers qui peuvent avoir un très gros potentiel au niveau de la séquestration de carbone. Alors, on peut penser à des systèmes agroforestiers un peu plus complexes, mais dans cette section, on peut aussi inclure, par exemple, l'implantation de haies brise-vent ou encore des bandes riveraines élargies. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que les sols agricoles peuvent agir comme source de dioxyde de carbone ou comme puits de carbone et donc agir favorablement dans la lutte au changement climatique, en plus potentiellement d'améliorer leur santé et leur résilience, ce qui semble être une solution gagnant-gagnant. Toutefois, pour y parvenir, ce sera à nous de faire les bons choix.